Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle session de webinaire Key for IT. C'est un sujet tristement d'actualité et un grand nombre de sites français en ont goûté l'amère réalité. À l'instar des premiers gestes qui sauvent des blessés, prenez connaissance des réflexes à acquérir lorsque vos datas sont en péril. Geoffroy Morgan, directeur des opérations IT chez Castellis, vous fait part aujourd'hui de son retour d'expérience et des bonnes pratiques à mettre en place pour pallier à la gestion de crise dans votre data center. Geoffroy, je vous laisse la main et je vous souhaite à tous une très bonne session. Bonjour à tous. On va commencer ce webinaire. Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire qui parle d'un sujet d'actualité qui, avec l'incident OVH sur leur site de Strasbourg, a touché 30% du web français le 10 mars dernier, nous a fortement impacté côté Castellis. Alors, la société Castellis a été créée en 1999 et a grossi en se regroupant avec diverses sociétés permettant d'acquérir des compétences très spécifiques dans des domaines divers tels que le développement spécifique, le digital avec notre offre Sitecore, la gestion et l'exploitation de données, le cloud et la sécurité dont je m'occupe, le design d'interface et d'expérience utilisateur, ainsi que les ERP dont notre ERP maison qui s'appelle Chronos. Alors, le pôle Global Cloud Operation, donc, moi je m'appelle Geoffroy Morgan, je suis en charge de l'offre cloud et sécurité portée par le pôle Global Cloud Operation. Nous gérons 230 projets pour 70 clients avec 40 collaborateurs répartis entre la France et les Philippines qui nous permettent d'offrir nos services en 24/7/365 à des entreprises qui sont principalement françaises mais qui sont implémentées dans le monde entier. Alors, comme vous le voyez, on a une ligne de service qui comprend 3 piliers. Il y a la partie build et infogérance cloud sur Azure, AWS ou GCP, pour laquelle nous construisons ou migrons des infrastructures vers le cloud et mettons en place des chaînes d'intégration continue, ce qu'on appelle la CI/CD, et des outils DevOps que nous allons maintenir ensuite. On s'occupe aussi des services relatifs à la sécurité, comme l'implémentation et la gestion de Cloudflare, de pare-feu ou de VPN. Et enfin, on s'occupe également de la partie service desk pour aider des entreprises à implémenter, maintenir des solutions comme Jira ou Office 365. Quelques-unes de nos références, nous travaillons notamment pour L'Oréal, pour qui nous gérons leur website factory avec 295 sites. Nous gérons aussi pour L'Oréal la gouvernance Azure de 250 autres sites ou encore la gestion de leur DNS et du WAF des sites sur Cloudflare. On travaille aussi pour des marques comme Leclerc, pour lequel nous avons notamment co-construit et maintenons l'infrastructure sur Google Cloud Platform de leur site unique Édouard Leclerc, qui en fait unifie tous les univers de vente et de marketplace en un seul site. On travaille également avec des grands groupes français comme Accor, APAV, Specialchem ou Valorec, dont nous gérons les sites en 24/7/365. Donc, l'objectif de ce webinaire, ce n'est pas de faire d'accabler OVH, mais c'est vraiment de faire un retour d'expérience. On veut partager notre retour et mon retour sur cet incident majeur, et certes rare, mais qui peut arriver. Au final, nous avons pu restaurer tous nos clients, mais à quel coût? Donc, nous parlons dans ce webinaire des procédures et des méthodes que nous avons mis en place pour faire face à telle crise afin de s'assurer qu'on puisse toujours restaurer ces données à n'importe quel moment avec une perte de données minimale, un temps de restauration rapide et un coût associé acceptable. Alors, je vais utiliser beaucoup d'exemples de Microsoft Azure parce que nous sommes partenaires Gold Microsoft et que nous gérons une majorité de projets sur Azure. J'aurais également pu utiliser AWS ou GCP qui répondent aussi bien, je dirais, aux différents besoins que je vais présenter. Depuis 2019, nous avions abordé une migration massive de notre infrastructure OVH qui était située sur des ESX sur le site de Strasbourg vers Microsoft Azure. La migration avait été décidée pour plusieurs raisons. D'une part, parce que le support offert par Azure était fortement supérieur à OVH. Les services offerts par Azure, comme le PaaS ou l'intelligence artificielle, n'étaient pas présents aussi sur OVH. La sécurité était largement plus convaincante. Il faut savoir qu'Azure est quand même le clouder le plus certifié du marché. Enfin, la facilité de gestion. Par exemple, pour ce qui est des factures Azure, on peut facilement les interfacer avec notre ERP interne
ou encore la création de ressources, ce qui est quand même très utile pour savoir et pour pouvoir ventiler proprement les coûts. Enfin, on a la possibilité sur Azure de mettre en place aisément de la redondance et c'est ce qu'on va vous montrer dans ce webinaire. Donc, voici un extrait de la diapositive de la proposition que nous envoyons depuis 2019 à nos clients pour les pousser à effectuer ce pas. Pourtant, une trentaine de clients résistaient encore. On avait réussi à convaincre une grande partie de nos clients à faire cette transition vers Azure, mais on avait encore quelques clients qui n'avaient pas donné leur aval pour leur migration et étaient toujours sur OVH. Alors, pour des raisons différentes, parce que OVH était moins cher, qu'ils ne faisaient pas confiance à Microsoft, qu'ils avaient peur que leurs données soient partagées avec le gouvernement américain, aussi par rapport au Cloud Act, ou encore qu'ils ne voulaient pas payer la migration. Alors, à l'exception de ne pas vouloir payer la migration, j'ai toujours pu facilement démontrer que les autres arguments n'étaient pas fondés. Et le 10 mars, à 1h du matin, c'est ce que vous avez pu suivre probablement dans les journaux. De mon côté, moi, j'ai reçu une flopée de messages sur Teams et par email, et je me suis rendu compte que notre système de supervision Centréon sur OVH était down, que toutes nos VM sur OVH étaient down, et il était impossible d'avoir le support OVH au téléphone. Et ça a vraiment été le début d'un cauchemar qui a duré 45 jours et plus, qui nous a coûté des centaines de milliers d'euros, beaucoup de nuits blanches. Et je peux dire que je n'ai pas dormi vraiment pendant les premiers 45 jours. Et ça a profondément changé la manière dont nous travaillons aujourd'hui. Et donc, quand on parle de désastre, on pense souvent aux catastrophes naturelles, on pense à des inondations, mais il faut savoir que les désastres proviennent déjà souvent de problèmes opérationnels, tels qu'une coupure de courant, un hardware qui lâche ou un problème bloquant sur un logiciel. De plus en plus de désastres sont également causés par des actions humaines, telles que du ransomware ou malheureusement des erreurs humaines. Et pour répondre au plan de continuité des entreprises, à ce qu'on appelle le PCA ou de reprise après sinistre, PRA, il est essentiel de mettre en place des sauvegardes de manière intelligente et des mécanismes de redondance des systèmes pour minimiser l'impact des désastres potentiels. Donc, qu'est-ce qu'il faut prendre en compte tout de suite quand on parle de sauvegarde et de backup? On va parler tout de suite de deux éléments dont je suis sûr que tout le monde est accoutumé avec, le RTO et le RPO. Le RTO, ça va être la durée et le niveau de service dans lequel un service doit être rétabli. Et le RPO, ça va être la quantité maximale de données que vous estimez acceptable de perdre lorsqu'il y a un sinistre. Et donc, quand on fait une analyse en fait, des risques d'un projet ou d'une société, on va analyser chaque système indépendamment et définir sa criticité. Ainsi, dans une entreprise e-commerce, le site Internet marchand est une des applications les plus critiques. Plus de sites, plus de ventes, donc la société peut rapidement péricliter en cas de coupure de quelques heures de son site Internet. Pour autant, pour la même entreprise, l'entreprise ne coulera probablement pas si elle a une coupure de quelques jours de son intranet. Pour le pôle Global Cloud Operation, je vais parler de quelque chose qui est un peu plus proche de moi. Si nous perdons par exemple Centréon, notre outil de supervision, nous ne pouvons plus travailler. Pour autant, si le site castellis.com tombe, ça aura un impact commercial évident, mais on pourra toujours continuer à travailler et à répondre à nos exigences contractuelles avec nos clients. C'est pour ça qu'on va définir ces deux points, le RT et le RPO, pour chacun des systèmes de l'entreprise. Et on ne va pas forcément investir la même chose dépendamment de la criticité des systèmes. Pour nous, par exemple, on va mettre de la redondance. C'était le cas pour Centréon. On l'avait à la fois sur OVH et on l'avait également sur Azure. Donc, typiquement, pour vous donner un exemple, si vous faites une sauvegarde quotidienne, vous allez avoir un RPO de 24 heures. Donc, vous pouvez potentiellement perdre jusqu'à 24 heures de données, plus éventuellement le temps également de remise en marche des services. Donc, 24 heures de données de RPO, oui, mais pour autant que la dernière sauvegarde ait fonctionné et que l'ensemble de l'infrastructure puisse être mise d'aplomb. Donc, sur OVH, nos backups, elles étaient situées dans un autre data center.
mais les data centers étaient localisés les uns à côté des autres, donc interdépendants. Et quand l'incendie a pris, moi j'ai essayé de les contacter directement. C'était très difficile parce qu'évidemment tout le monde était sur le pont et il n'y avait pas grand monde pour répondre au support. Et ils ont décidé de couper en fait l'ensemble du site, donc SBG 1, 2, 3 et 4. Donc l'incendie a pris sur le site où était situé un de nos data stores et quelques-uns de nos équipements physiques. Mais comme OVH a coupé le courant sur l'ensemble du site, nous n'avions plus accès à rien. Donc, en fait, avec l'enfer que j'ai vécu sur OVH, je vous recommande fortement, je réfléchissais en fait à quelles questions se poser avant de choisir son système de sauvegarde ou d'en changer. Il y a tout d'abord la question de la fiabilité et de la facilité, la flexibilité de l'outil de backup. Ensuite, on va se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on veut restaurer. Est-ce qu'on veut restaurer un disque? Est-ce qu'on veut restaurer une VM ou un fichier? Ensuite, il y a la question de l'intégrité des sauvegardes. Est-ce que les sauvegardes sont bonnes et exhaustives? Est-ce que les données sont exploitables? Enfin, l'accessibilité des sauvegardes en cas d'incident. C'est notre cas. On avait des sauvegardes, mais est-ce qu'on pouvait accéder? On ne pouvait plus y accéder, malheureusement, et on était bloqué. Enfin, pour ce qui est de la supervision et du reporting, est-ce que le système de reporting nous donne des informations qui sont visibles, qui sont facilement exploitables? Et évidemment, est-ce que le coût des sauvegardes est acceptable? Pour ce qui est de la fiabilité, facilité et flexibilité de l'outil de backup, nous, on va recommander de s'orienter vers des solutions clés en main qui demandent moins de travail d'implémentation et moins de gestion au quotidien. Donc, sur OVH, on utilisait Veeam Backup. Et sur Azure, par exemple, on va vous présenter Azure Backup. Donc, Azure Backup, c'est ce qu'on appelle du zéro infrastructure backup, parce que ça élimine le besoin de déployer et de gérer toute infrastructure ou stockage de sauvegarde. Ça signifie en fait qu'il n'y a pas de frais généraux qui sont liés à la maintenance des serveurs de sauvegarde ou à l'augmentation ou à la réduction de la taille de l'espace de stockage en fonction de vos besoins. Si vous sauvegardez sur une autre VM, il faut alors monitorer cette VM. Donc, ça entraîne des problèmes potentiels supplémentaires dont, personnellement, je préfère m'affranchir. Sur OVH, par exemple, avec le service Veeam Backup, on était limité au niveau de rétention, on était limité aussi à 14 jours. Donc, on était obligé de mettre en place des solutions d'archivage pour tous les clients qui demandaient des backups au-delà de 14 jours, qui nous demandaient en fait beaucoup de maintenance en plus. Sur Azure, vous voyez que ça se gère, vous voyez sur mon écran, ça se gère par policy. Donc, vous pouvez définir en fait le planning de vos backups. Vous pouvez définir l'heure de la backup. En l'occurrence, cette backup, elle se passe tous les jours à minuit à l'heure de Paris. Et ensuite, vous allez pouvoir définir la rétention en fonction de vos besoins, à savoir le nombre de snapshots, le nombre de jours de rétention, le nombre de semaines de rétention, de mois de rétention ou même d'années de rétention. Enfin, sur les backups, il va falloir s'assurer de la continuité du réseau. Donc, quand vous utilisez des machines virtuelles Azure, tout le transfert de données, des backups, se produit uniquement en fait sur le réseau principal Azure, sans avoir besoin d'accéder à votre réseau virtuel, donc à ce qu'on appelle les VNet. Ainsi, aucun accès à des adresses IP ou des noms de domaine complets n'est requis. Enfin, il faut s'assurer de mécanismes de suppression en douceur, parce que comme j'ai mentionné dans les désastres qu'il peut y avoir, il y a beaucoup de désastres qui proviennent d'erreurs humaines, qui peuvent causer, par exemple, une suppression. Donc, sur Azure, on va avoir ce qui s'appelle de la suppression douce, c'est-à-dire que les données de sauvegarde sont conservées pendant 14 jours supplémentaires, même après la suppression de l'élément de sauvegarde. Ça protège donc contre les scénarios de suppression accidentelle ou même de suppression malveillante. Enfin, on va chercher des outils dont la facilité d'administration va être aisément administrable et offrant plusieurs types de restauration disponibles. En conclusion, on peut dire que plus l'outil est fiable, moins vous aurez de coûts au quotidien pour repasser des sauvegardes qui ont échoué ou pour restaurer la sauvegarde en cas d'échec de la sauvegarde. Pour limiter le RTO après un sinistre, il faut pouvoir restaurer ce qui est nécessaire. Donc, sur Azure, nous avons les options de pouvoir
soit créer une nouvelle VM, on va soit pouvoir restaurer un disque. Donc, à ce moment-là, on va pouvoir restaurer un disque et le mettre sur une nouvelle machine virtuelle. Ou alors, on va pouvoir remplacer en fait l'existant. Et à ce moment-là, Azure est quand même intelligent pour parer en fait aux erreurs humaines. Il va quand même réaliser un snapshot, un instantané de la machine virtuelle existante avant de remplacer le disque. Et ce snapshot, il le stocke dans l'emplacement intermédiaire qu'on spécifie. On va également pouvoir restaurer sur une autre région et j'y reviendrai un petit peu plus tard. Enfin, ce qui est assez utile, c'est qu'on va pouvoir récupérer des fichiers sur un backup à partir d'un point de récupération en montant en fait l'instantané sur une machine cible. L'intégrité des sauvegardes, c'est quelque chose qui est très important et c'est quelque chose sur VH qu'on n'avait pas vraiment, on n'avait pas en fait de reporting par rapport à ça. Donc, on avait simplement en fait un rapport de sauvegarde tous les soirs, tous les matins, en fait, à chaque fois que les sauvegardes tournaient, nous expliquait si la sauvegarde avait fonctionné ou échoué. Et lorsqu'elle avait fonctionné, on n'était pas non plus complètement sûr que toutes les données avaient conservé leur intégrité. Donc, moi, pendant la phase interminable sur VH où on a attendu l'accès à nos sauvegardes, c'est ce qui me faisait stresser le plus, c'est de savoir, oui, on va pouvoir récupérer les sauvegardes, mais est-ce que les données qui ont été sauvegardées ont conservé toute leur intégrité? De manière générale, on pense souvent à protéger la production dans une infrastructure, mais on pense un peu moins à protéger les environnements de staging et de dev, et souvent encore moins à protéger les sauvegardes. Et pourtant, aussi, ces environnements, ils contiennent des données qui sont également très sensibles, enfin, les mêmes données sensibles que la production. Donc, c'est pour ça que sur les sauvegardes Azure, elles sont conservées dans un vault, dans un coffre-fort, et ces sauvegardes, elles sont chiffrées. Et donc, elles sont automatiquement chiffrées avec des clés qui sont gérées par Microsoft ou avec des clés que vous pouvez vous-même donner et installer sur vos différents coffres-forts. Selon la façon dont l'instantané est pris et ce qui comprend, on peut atteindre différents niveaux de cohérence. En fait, on va retrouver ces niveaux de cohérence sur le tableau de bord Azure. Donc, il va avoir la cohérence des applicatifs, c'est quand la sauvegarde fonctionne parfaitement. L'instantané va capturer la machine virtuelle dans son ensemble, avec la mémoire de la machine, avec toutes les opérations d'I/O en attente sur Windows. Donc, on aura vraiment une cohérence complète de la machine virtuelle. Ensuite, la cohérence du système de fichiers, ça va être si, par exemple, sur Windows, VSS échoue, ou si il y a des scripts qui échouent sur Linux, Azure Backup va toujours créer un instantané cohérent avec le système de fichiers. Et lors d'une restauration, il n'y aura pas de corruption dans la sauvegarde, mais les applications installées doivent en fait pouvoir effectuer leur propre nettoyage au démarrage pour devenir cohérentes. Et enfin, crash cohérent, une cohérence en cas de crash, c'est ce qui se produit en général quand la VM est arrêtée au moment de la sauvegarde. Donc, on n'aura pas les opérations d'I/O ou contenu de mémoire qui n'est capturé pendant ce type de sauvegarde. Et dans ce cas-là, on ne garantit pas la cohérence des données. Donc, ça veut dire que si on a une sauvegarde qui a ce tag en fait sur Azure, on va pouvoir la repasser pour s'assurer d'avoir une cohérence complète des applicatifs. Alors, la deuxième question, une des questions qu'on va se poser aussi, c'est est-ce que les sauvegardes sont délocalisées ou est-ce qu'elles sont situées physiquement? Sur VH, elles étaient dans des bâtiments différents, mais sur des sites dépendants les uns des autres, par leur accès à Internet ou par leur alimentation électrique. Du coup, pendant l'incident, on n'avait plus accès aux sauvegardes. Donc, à force de tweeter jour et nuit en mettant VH dans la boucle, j'ai finalement eu la chance d'avoir Octave Kabla qui m'a répondu et qui m'a mis en contact directement avec son CIO et son CTO. Et là encore, après des appels quotidiens, matin, midi et soir, on a finalement une date de remise à disposition de nos sauvegardes. Nous, on était sur une ancienne offre OVH, donc on n'avait pas encore le choix de choisir distinctement la localisation des sauvegardes, ce que OVH a mis en place, et je crois qu'ils l'ont même mis en place par défaut pour tous leurs clients. Sur Azure, on a le choix en fait de choisir directement ce qu'on veut. Donc, on va pouvoir choisir entre 3 types de réplication. Il y a la réplication qui s'appelle LRS, donc c'est Locally Redundated Storage, GRS pour Globally Redundated Storage, et RAGRS pour Read Access Globally Redundated Storage.
Et donc, la première ça va être une réplication locale, donc sur le data center. Ça va être copié sur à trois endroits spécifiques du data center. Le GRS, ça va être la géoredondance en fait qui va être copiée sur deux régions, sur le premier data center à trois endroits, et puis sur la deuxième région à trois endroits. Et enfin, RAGRS, c'est aussi ce qu'on appelle du cross-region restore. Et c'est en fait un système qui permet de restaurer de manière interrégionale. Ça veut dire que non seulement les backups sont copiés sur une autre région, et en plus, on va pouvoir les restaurer directement à partir de cette région sans attendre la fin de l'incident. Un autre problème aussi, c'est que pour accéder au backup d'OVH, on devait se connecter sur l'interface vCenter. Le problème, c'est que l'interface vCenter, elle était elle-même hostée sur l'infrastructure du data center OVH qui a volé. Donc, on n'y avait plus accès. Sur le cloud, les interfaces de gestion, que ce soit sur Azure ou sur d'autres clouds, elles sont répliquées sur de multiples sites. Et donc, on va toujours pouvoir accéder au portail de gestion, même en cas d'incident, sur un de ces sites. Donc, si on a mis du GRS, par exemple, sur les backups, on va pouvoir les retrouver, ces backups, en se connectant sur le portail, ce qui n'était pas notre cas, malheureusement, lors de l'incident OVH. Et enfin, pourquoi j'ai mis ce schéma? Parce que ce schéma est intéressant car il vous permet en fait de comprendre la différence entre le nombre de jours de snapshot directement disponibles sur les disques de la VM, qui permet de faire une restauration rapide. C'est ce qu'on va déterminer en fait quand on crée les sauvegardes sur Azure. On va pouvoir déterminer un nombre de jours maximum de snapshots qui vont être conservés, ce qui permet une restauration très très rapide en fait de la VM. Et ensuite, ces snapshots, ils vont être transférés dans le Vault, donc dans le coffre-fort de backup, et ce qui permettra aussi de les restaurer, évidemment, mais qui prend un petit peu plus de temps. Au niveau de la supervision et du reporting des sauvegardes, les questions à se poser, c'est qu'on va vouloir implémenter une surveillance et une gestion centralisée. Azure Backup, en fait, fournit des fonctionnalités intégrées de surveillance et d'alerte dans un coffre, ce qu'on appelle un Recovery Service Vault. Ces fonctionnalités sont disponibles sans aucune infrastructure de gestion supplémentaire. Et donc là, ce que vous voyez, c'est en haut à droite, vous allez voir, c'était le rapport de sauvegarde qu'on avait d'OVH, tandis qu'en bas à gauche, vous allez voir le rapport le dashboard en fait qu'on a depuis l'interface, depuis le portail Azure. Donc, c'est assez intéressant. Et sur la droite, vous allez pouvoir voir un outil, en fait, un reporting, un script qu'on envoie tous les jours et que je reçois tous les jours dans ma boîte aux lettres et qui nous permet, en fait, de déterminer la validité des sauvegardes et savoir toutes celles qui ont fonctionné et savoir s'il y en a qui ont échoué, qui seront, vous l'imaginez bien, en rouge. Enfin, le coût des sauvegardes, qui est quand même un élément très important. Et pour le coût des sauvegardes, on peut le distinguer en plusieurs points. Il y a d'abord le coût d'implémentation. Combien de temps on va mettre à implémenter les sauvegardes. Le coût de maintenance, ça veut dire non seulement je vais devoir monitorer mes sauvegardes, mais aussi je vais devoir réparer et repasser en cas d'échec. Donc, combien de fois j'ai d'échecs. Sur Azure, on en a quand même très, très peu. Sur OVH, on en avait quand même pas mal. Le coût du service, évidemment, et le coût du stockage. Je vous ai fait un petit exemple avec une VM de 100 gigas sur Azure, géoredondée et qui est située en France centrale, avec 30 jours de backup, 12 backups mensuels, 5 backups annuels et 5 jours de snapshot. On va avoir une implémentation, ça va nous prendre à peu près 1 heure à mettre en place. Au niveau de la maintenance, il va y avoir de rares échecs et plus la revue des rapports quotidiens. Le coût du service est de 8,43 € par mois, le coût du stockage 11,67 € et le coût des snapshots 2,02 €. Donc le total approximatif, c'est 30,75 € par mois, plus 1 heure environ de travail par mois. Régulièrement sur OVH, on n'arrivait pas à restaurer des backups qui pourtant étaient marqués dans le rapport comme OK. Et donc, c'est pour ça que j'ai essayé de lister là, les bonnes pratiques. Et la première, c'est de vraiment mettre en place un système d'alerte qui permet de détecter les erreurs. Mettre en place un rapport quotidien très lisible avec des couleurs où on peut rapidement se dire, attention, il y a un problème, la backup a échoué.
Enfin, il faut pouvoir faire des tests de restauration réguliers en fonction de la criticité des systèmes pour s'assurer, encore une fois, que les backups sont exhaustives et qu'on arrive bien à lire les données qui ont été sauvegardées. Et enfin, il faut retirer tout ce qui est single point of failure, comme je l'ai dit. Par exemple, avec le vCenter, c'est typiquement un single point of failure. On n'arrive pas à accéder à l'interface de gestion des backups. Je vais maintenant parler du PCA et du PRA. On a vu que les catastrophes naturelles ou d'origine humaine peuvent affecter la continuité en fait, de vos infrastructures cloud. Et donc, il faut planifier les sinistres et s'assurer que les plans de reprise de continuité des activités sont en place pour faire face à tel ou tel événement. Et ça, c'est vraiment essentiel à la longévité de toute organisation et dépendamment même sur le type de business que vous gérez, c'est quelque chose qui peut devenir très critique. Il faut avoir justement un RPO très, très court et un RPO très, très court. Et donc, on va mettre deux choses en place. On va mettre en place le PCA, qui est le plan de continuité d'activité, pour que l'activité en fait s'arrête le moins souvent possible. Et le PRA, c'est le plan de reprise d'activité que l'on met en place pour reprendre l'activité en cas de sinistre majeur. Donc, supposons que vous subissez un incendie dans votre data center principal. Il ne vous suffit pas en fait d'avoir vos sauvegardes à disposition. Il faut pouvoir les lire, il faut pouvoir remettre les services en route. Et pour tout ça, il va falloir avoir des systèmes en place et un plan. Et avec Azure, on va pouvoir bénéficier en fait de fonctionnalités de réplication et de récupération disponibles sur un autre data center et par exemple paramétrer une configuration qui vont nous permettre de basculer vers une région secondaire en cas de sinistre. Donc, mettre en place un PSCA, qu'est-ce qu'il faut prendre en compte? Il faut évidemment avoir un DAT clair qui explique comment est construite l'application. Il faut pouvoir redonder les applicatifs. Il va falloir travailler main dans la main avec les équipes de dev. Il faut pouvoir, si on parle de e-commerce, pouvoir redonder les transactions. Il va falloir pouvoir gérer différents types de données, mettre en place des processus de déploiement qui intègrent le PCA. Donc, ça veut dire automatiser, par exemple, si vous avez deux infrastructures, il va falloir automatiser le déploiement avec une CI/CD. Et il va falloir également, et ça pour des questions notamment de coût, d'industrialiser le patching et les modifications d'infrastructure. J'ai mis que c'était plus facile en YAC. Évidemment, si on va pouvoir déployer de l'infrastructure au lieu de faire les modifications à la main, ça va éviter d'avoir à les faire deux fois de suite. Pour ce qui est des coûts d'un PCA, on va avoir, je vais présenter en fait deux options. Il y a une option qui va être Azure Site Recovery, qui fournit en fait une récupération d'urgence pour l'infrastructure Azure en gérant et en orchestrant la réplication, le basculement et la restauration automatique des machines virtuelles, des VM, sur Azure. Donc, en fait, ce que fait Azure Site Recovery, c'est qu'il va répliquer toutes les charges de travail de vos machines virtuelles entre les régions d'Azure. Et on peut également d'ailleurs l'utiliser pour migrer des machines virtuelles à partir d'autres environnements de on-prem vers Azure. Site Recovery, il va donc en fait copier les données stockées dans le cache et les synchronise avec un compte de stockage cible ou les disques managés, par exemple, répliqués. Et donc, ce qu'on va pouvoir définir dans Azure Site Recovery, c'est le nombre de fois où il va répliquer ces données. Est-ce qu'on veut que ça soit fait toutes les minutes ou est-ce qu'on veut que ça soit fait toutes les 5 minutes, toutes les 10 minutes et ça, c'est ce qu'on va pouvoir déterminer. Évidemment, plus c'est fait régulièrement, plus il va avoir de coûts de stockage, mais ça dépend aussi de vos besoins. Si vous avez si vous avez des données des sites très critiques, par exemple, si on parle d'un site e-commerce où il y a des données très critiques ou de votre ERP, vous allez pouvoir avoir un temps en fait de réplication qui soit très très court pour qu'en cas de sinistre, vous perdiez le minimum du minimum de données. Donc, et en fait, où est-ce que c'est copié? Ça va être copié sur une autre région. Par exemple, en France, on parle souvent de France centrale, qui est la région, en fait, il y a 3 data centers d'Azure qui sont autour de Paris. Et on va avoir aussi la région France-Sud, donc qui est géographiquement quand même relativement éloignée. Et dans la région de Marseille, il y a un autre data center sur lequel on va pouvoir répliquer les données. S'il y avait un problème sur un des data centers ou même sur plusieurs data centers à Paris, une coupure de courant ou autre,
on pourrait récupérer en fait avec Azure Site Recovery, basculer sur l'infrastructure qui est située dans le sud. On peut même mettre en place un certain nombre de mécanismes pour automatiser cette bascule selon une planification qui est définie dans les stratégies en fait de réplication. Donc, le basculement et la restauration automatique, elles peuvent être rapidement démarrées à l'aide du portail Azure. Donc, on se connecte juste dessus et on va mettre en place, là, on va entamer la restauration des données. Ça met pour une infrastructure simple à peu près, je dirais, une trentaine de minutes pour restaurer, avec Azure Site Recovery. Ensuite, l'autre solution, ça va être de répliquer sur une autre région, mais en mode, cette fois, master-slave. Donc, ça va être le même coût de stockage. C'est ce qu'on appelle aussi du PCA actif-actif, où on va avoir en fait deux infrastructures qui sont toujours et constamment répliquées et qui sont les deux constamment allumées. Alors, quel est le gros avantage? C'est qu'il n'y a pas sur Azure, vous pouvez mettre en place sur Azure Site Recovery, vous pouvez mettre en place des tests qui vont être que vous pouvez réaliser facilement et que vous pouvez suivre. Donc, ça va vous aider au niveau de la compliance à pouvoir tester votre PCA. Par contre, le test, je dirais le mieux, c'est de pouvoir le tester à n'importe quel moment sans réaliser spécifiquement de test. Et pour ça, on va avoir une deuxième infrastructure qui va pointer peut-être sur un autre domaine, un domaine de test. Et en cas d'incident, on va pouvoir switcher sur la réplication sur l'autre région. Donc, c'est également ce que je vais présenter dans ce qu'on appelle le PCA multi-cloud. Donc, c'est utiliser plusieurs clouds pour ne pas mettre tous ses œufs dans un même panier. Exemple, on va avoir une infrastructure sur Azure et puis une deuxième infrastructure répliquée sur AWS ou GCP. C'est vraiment le même concept que la réplication. Ça demande un petit peu plus de travail de setup et c'est un coût qui est un petit peu plus important et un petit peu plus de gestion parce qu'on n'a pas à gérer que Azure, on va devoir gérer deux clouds différents. Enfin, les autres solutions, ça va être, je dirais, c'est et où, ça va être de moderniser son infrastructure. C'est un des points qui nous a donné le plus de fil à retordre sur OVH. Certaines infras étaient vieillissantes et les clients ne souhaitant pas toujours vouloir dépenser pour les mettre à jour et nous, peut-être aussi, ne poussons pas assez les clients pour faire ces changements. Ça nous a donné pas mal de fil à retordre pour recréer ces infrastructures sur Azure. Donc, sur OVH, notre infrastructure, par exemple, ne nous permettait pas de mettre en place du PaaS. Et c'est une des raisons aussi pour lesquelles on pousse à faire cette migration sur Azure ou sur un autre clouder. Donc, par exemple, le PaaS, c'est des bases de données managées et ça permet d'avoir un temps de restauration qui est plus rapide. C'est plus de sécurité parce que les patchs sont automatisés en permanence et ça permet de se mettre à l'échelle de manière beaucoup plus facile. On peut restaurer aussi les données à la minute près pour les 30 derniers jours. Enfin, avec le PaaS, on peut aussi faire de la réplication de manière native, ce qui est très facile. Je vous donne un petit cas pratique. Donc, on a fait un cas pratique, j'ai choisi Ocad, parce que c'est un de nos clients qui a été impacté par la crise OVH. Et pour le coup, quand on a discuté avec eux des différentes solutions, ils ne voulaient pas mettre tous ces œufs dans le même panier. Ils ont dit, c'est très bien, OK, Azure, vous faites très confiance à Azure, mais on voudrait opter pour une infra répliquée sur un autre clouder. Donc, ce qu'on a offert pour eux, en fait, c'est d'avoir une infra qui est une infra principale en mode master qui est située sur Azure et une infra répliquée qui est située sur AWS. Donc, si vous regardez le schéma sur la droite, vous verrez qu'en fait, un développeur, quand il va pousser et updater le code, on a créé des pipelines sur Azure DevOps et ces pipelines, elles vont déployer à la fois sur les environnements master et à la fois sur les environnements donc master sur Azure et à la fois sur les environnements slave sur AWS. Donc, en cas de sinistre, qu'est-ce qu'on fait? On va, nous, avoir notre outil de supervision qui va nous informer du sinistre. Donc, on va prendre en charge l'incident. Je mets peut-être 30 minutes au maximum. Ensuite, on va faire une upscale de la VM et des bases de données, parce qu'on les maintient
on les maintient en général sur le slave pour économiser de l'argent, on va les maintenir assez basses et on va les mettre à l'échelle pour pouvoir faire face en fait au trafic nécessaire. Ensuite, on va enlever un HT access qu'on met sur le site slave pour éviter d'avoir justement des accès qu'on ne veut pas. Et on va juste faire le switch des DNS, en l'occurrence, on le fait sur Cloudflare. Donc là, c'est un RTO minimum et inférieur à 1 heure sur ce point. Voilà. Alors, notre équipe cloud et sécurité est composée d'experts Azure, vous l'avez bien compris, qui tirent parti de tous les avantages Azure et notamment de pouvoir régulièrement interagir avec le support Microsoft qui va nous aider à implémenter des nouvelles solutions ou à régler des problèmes existants. Au niveau des outils utilisés, on va retrouver donc les différents cloud service providers, que ce soit Azure, mais aussi AWS, Google Cloud Platform. On va aussi utiliser des services de supervision comme Centreon, de log comme Kibana, de gestion des vulnérabilités. On utilise beaucoup Qualys, d'analyse du code. On peut utiliser par exemple SonarCube ou d'APM comme New Relic ou Dynatrace. Et enfin, de la gestion de containerisation ou de déploiement d'intégration en continu. Voilà, c'est la fin du webinaire. J'espère que ça vous a intéressé. Est-ce que vous avez des questions ? Alors, j'attends vos questions. Je crois que vous avez il y a un onglet questions. Vous pouvez poser si vous avez des questions sur ce webinaire. En tout cas, merci beaucoup d'avoir participé. N'hésitez pas aussi à nous contacter via mon email, donc gmorgan@castellis.com, si vous avez besoin de plus de détails ou si vous avez des besoins en PRA ou PCA ou pour vos sauvegardes. Alors, je regarde ce que je reçois comme question. Alors voilà, j'ai reçu une question. Que ferais-tu de différent si jamais ça arrive une autre fois? C'est une bonne question. Donc, on a déjà mis en place on a mis en place pas mal d'outils justement qui nous permettent en fait de parer à ces éventualités. Donc, on a mis en place Azure Site Recovery et j'aurais pu le mettre en place sur OVH. Donc, on peut le mettre en place sur des infra on-prem pour pouvoir restaurer très facilement et le plus important, pouvoir tester ces restaurations sur Azure. Alors, je reçois une deuxième question. Pourriez-vous adapter votre modèle de gouvernance pour les solutions OVH ou AWS? Castellis fait ça. C'est une bonne question. C'est vrai que j'ai beaucoup parlé de Azure. Évidemment, même si j'ai présenté Azure, nous restons relativement agnostiques quant au cloud utilisé. On a pas mal d'expérience sur Microsoft Azure, d'une part, parce qu'on gère toute l'infrastructure de L'Oréal dessus et d'autres infrastructures. Et on maintient aussi des infras très importantes sur Google Cloud Platform ou sur AWS. Donc, on est assez agnostique. Ensuite, on recommande d'avoir l'un ou l'autre en fonction vraiment des préférences des clients. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, est-ce qu'on reviendra sur OVH? Alors, c'est une bonne question. Si ça dépend de moi,
non, on ne reviendra pas sur OVH. Mais par contre, si des clients souhaitent que l'on gère leur infra sur OVH, c'est tout à fait possible. Je recommanderais en fait les mêmes choses que ce que je disais pour la première question, c'est-à-dire de mettre en place un service comme Azure Site Recovery et de pouvoir tester régulièrement les solutions de PRA vers le cloud à activer en fait en cas d'incident, en cas de sinistre majeur. Mais malgré mes échanges plutôt cordiaux avec Octave Klaba et l'ensemble de l'équipe d'OVH avec qui on a eu l'occasion d'échanger assez longuement et à de nombreuses reprises, pas forcément dans les meilleures circonstances, je pense que d'autres clouders qui sont d'une taille un peu plus grosse apportent quand même plus de choses et plus de services de par très simplement leur investissement en R&D. Voilà, je vois pas. Alors, comment fait-on pour vous contacter si besoin d'un accompagnement sur ce genre de problématique? Eh bien, vous pouvez me contacter directement sur mes contacts que je vais mettre ici. Hop. Voilà, donc vous avez mes contacts ici, vous pouvez me contacter par email et je me ferai plaisir de discuter avec vous de vos besoins spécifiques sur des problématiques cloud en général ou sur des problématiques liées à ce webinaire qui sont la sauvegarde, les sinistres et comment y répondre au mieux. Voilà, je ne vois pas d'autres questions. Écoutez, en tout cas, je pense qu'on va s'arrêter là. Je vous remercie à tous d'avoir participé à ce webinaire. N'hésitez pas à prendre mes coordonnées, à me contacter et on pourra discuter ensemble de vos besoins. Merci à tous.